Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. La Coupe du Monde de football masculin, un moment de communion autour du sport, mais aussi un risque accru de violence conjugale. Le sport, reflet de la société, y compris dans ses excès, c'est ce qu'observe Asia Hamdi, journaliste de sport et société. Elle est mon invitée aujourd'hui. Et puis au Pakistan, c'est sur un autre terrain que les femmes s'expriment, celui de la musique. Elles sont de plus en plus nombreuses à devenir DJ. En cas de victoire après un match, les violences contre les femmes et les enfants explosent. Et pas seulement pour les fans de football ou pour certains pays en particulier. Le phénomène se vérifie pour toutes sortes de sports et dans le monde entier. Les précisions de David Gilberg. L'Angleterre a gagné le match hier soir, Dieu merci, car quand l'Angleterre perd ses matchs de foot, les chiffres des violences domestiques s'envolent. Alors les gars, continuez à gagner. Une sortie en début de Coupe du Monde qui a provoqué d'intenses polémiques au Royaume-Uni. Pour de nombreux commentateurs, cette députée britannique d'extrême droite permet aux auteurs de violences de se déresponsabiliser. Le constat, lui, est pourtant bien réel. Selon des études menées en Angleterre en analysant les Coupes du Monde 2002, 2006 et 2010, les violences conjugales ont augmenté de 26% en cas de victoire ou de match nul de l'équipe nationale et jusqu'à 38% en cas de défaite. Pour les associations de défense des victimes, le cocktail d'émotions provoqué par les matchs, souvent mêlés à l'alcool, sont de simples catalyseurs d'une violence préexistante. Le foyer, la famille, est souvent l'exutoire, en tous les cas pour des hommes qui sont déjà violents avant les matchs de football. L'ONG britannique Women's Head a lancé une campagne de sensibilisation avec des panneaux indiquant simplement 11h37, coup d'envoi. L'heure moyenne à laquelle les gens rentrent à la maison après un match et où une hausse des violences conjugales a été observée. Il y a quelques années, la même organisation avait frappé les esprits avec ce clip se terminant sur cette phrase « Ils rentrent à la maison ». Un jeu de mots avec le slogan des supporters anglais qui chantent leur espoir de voir la Coupe du Monde revenir dans leur pays. Mais pour les acteurs associatifs qui luttent contre les violences, il faut désormais que les stars du sport elles-mêmes s'impliquent pour faire bouger les choses. Tout le monde sportif a un rôle à jouer, d'autant qu'on sait très bien que plus il y a d'hommes qui s'engagent, et surtout quand ils sont connus, plus ces violences peuvent reculer. Le phénomène a également été l'objet d'études dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, où les plaintes pour violence augmentent notamment pendant la Copa América. Aux États-Unis, lorsque l'équipe favorite de football américain perd un match, les violences dans le couple augmentent de 10%. Asia Hamdi, bonjour. Vous êtes journaliste de sport, autrice de cet ouvrage « Joue-la comme Mégane, le marathon des sportives pour l'égalité ». C'est aux éditions Marabout. Et vous êtes également membre de l'association Femmes journalistes de sport. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau d'Actuel. Cette Coupe du Monde qui a lieu en Amérique du Nord, elle est l'un des événements médiatiques les plus suivis au monde. C'est très important. Et pour cette édition, eh bien, sur 150 journalistes français et françaises qui ont été accrédités, seuls 10 sont des femmes. Est-ce que ça vous surprend ? Oui et non. Oui et non, parce que effectivement, l'association dont je suis membre a été lancée, a été créée il y a maintenant 5 ans, dans le but de faire évoluer la place des femmes dans la profession. On a eu un petit espoir il y a 2 ans, à l'occasion des Jeux Olympiques, parce que quand on regarde le nombre de journalistes accrédités à la compétition pour Paris 2024, elles étaient 25%. Et là, en fait, c'est vrai que le mondial de foot, c'est un peu une douche froide pour notre profession, parce qu'on pense qu'on progresse et puis en fait on progresse pas. On constate aussi qu'il y a un réel écart entre certaines disciplines, comme les disciplines olympiques, qui sont moins médiatisées, et le foot qui effectivement est un bastion, et malheureusement on reste vraiment en minorité. Et le problème en fait est un peu plus profond. Là on parle des accréditations, mais le problème c'est le nombre de femmes dans les rédactions aujourd'hui. On est vraiment en minorité. C'est une infime minorité. C'est une infime minorité. Et les raisons pour lesquelles elles sont si peu nombreuses, c'est parce que certains avancent que ce sont les femmes qui ne veulent pas y aller, s'éloigner pendant plusieurs semaines de leur famille, ou alors qu'elles n'osent pas se mettre en avant, qu'elles n'osent pas demander, ou est-ce que c'est une autre raison ? Je pense que couvrir le mondial, ça fait partie
partie du Graal comme le serait pour un homme, c'est pas un argument. Il y a plusieurs raisons qui sont avancées par les rédactions et sur lesquelles l'association essaye de faire un travail, notamment le fait qu'ils reçoivent peu de candidatures. Ça a été le point soulevé au moment de la création de l'association. Ce que l'asso essaye de faire, c'est plusieurs actions, notamment mettre en place un annuaire sur le site internet. Toutes les adhérentes peuvent remplir une fiche, indiquer les sports de prédilection, la région où on est basé, et effectivement, ça permet d'offrir une solution aux recruteurs. Et on va aussi dans les écoles, notamment les écoles de journalisme, pour encourager aussi, déjà pour montrer qu'on existe, parce qu'il y a surtout la question de l'identification. En voyant des femmes exercer ce métier, ça donne aussi envie à d'autres femmes d'exercer la profession, et ça donne aussi aux hommes l'impression qu'on est là. Et c'est pas une question de genre, hein, on n'est pas dans l'opposition. Il y a aussi beaucoup d'hommes, c'est important de le dire, qui veulent qu'il y ait plus de femmes dans les rédactions. Est-ce que quand vous êtes sur le terrain pour couvrir une compétition sportive, quelle qu'elle soit, vous êtes bien reçu par vos confrères masculins, par les fans et par les sportifs eux-mêmes ? Moi, ce que je remarque surtout, c'est que dans les zones de presse, notamment les tribunes de presse, on est vraiment en très grande minorité. On est bien accueillis par les confrères. Il y a, je pense, un besoin aussi dans notre profession de la part des confrères qu'on soit plus nombreuses, parce qu'on est représentative de la passion du sport aujourd'hui en France, tout simplement. Et quand on regarde les chiffres de la profession, dans le journalisme, on est aujourd'hui à 48% de femmes qui détiennent la carte de presse. Donc on a quasiment une égalité de femmes journalistes comparée aux hommes. Et quand on regarde le sport, on a 17%, si je dis pas de bêtises. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. Et quand on regarde la place des femmes historiquement dans le sport, on se rend compte qu'il y a un lien aussi évident. Il y a du boulot. Du boulot. Et effectivement aussi sur la façon dont les femmes sont traitées aux abords des stades. Par exemple, quand elles font des directs régulièrement, elles sont enquiquinées, pour ne pas dire plus, par les supporters. Il y a aussi en ligne un manque de droit à l'erreur, disons, qui les concerne. Est-ce que ça, vous trouvez que ça a évolué ? Malheureusement non, parce que l'exemple qu'on a eu plus récemment, c'est les deux exemples avec nos consoeurs Vanessa Lemoigne et France Piron. Vanessa Lemoigne qui avait été chahutée au moment de la Coupe d'Afrique des Nations pour son interview en bord terrain juste après la finale, son interview d'Edouard Mendy. Elle a reçu énormément de menaces, elle a été cyberharcelée. Plus récemment, il y a eu l'exemple de notre consoeur France Piron qui a eu des propos que l'association a d'ailleurs condamné sur la présence du joueur belge Jérémy Doku au chevet de sa femme au moment de son accouchement. Mais ce qui est vraiment problématique, c'est les réactions envers France Piron, qui est une professionnelle. On peut effectivement la condamner sur ses propos, mais ce qui est inacceptable, c'est ce qu'elle a subi. Les menaces, le fait qu'on s'en prenne à sa féminité, à sa maternité, qu'on remette en cause sa capacité d'être une bonne mère juste parce qu'elle a donné son avis, et aussi condamnable soit-il. Voilà. Et ça, on s'interroge aussi sur le fait qu'elle soit une femme. Est-ce qu'un confrère aurait vécu le même sort ? Merci beaucoup Assia Hamdi pour cet éclairage. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Joue-la comme Megan Rapinoe, la joueuse américaine de football. C'est à retrouver aux éditions Marabout. Merci beaucoup Assia. Merci. Un autre domaine où les femmes sont moins nombreuses que les hommes, c'est celui de la nuit, en particulier au Pakistan. Et pourtant, de plus en plus de jeunes femmes s'imposent derrière les platines. Comme DJ, au-delà des questions de genre, il faut aussi surmonter les tabous liés à la religion ou à la tradition. C'est un reportage de Shazay Bouala et Ondine de Gaulle. À Karachi, la métropole cosmopolite du sud du Pakistan, la musique électronique gagne du terrain. Dans son petit studio du centre-ville, Chiara D'Souza, 23 ans, est concentrée sur son logiciel de mixage. La jeune DJ peaufine le set qu'elle doit jouer dans quelques heures, au programme de la pop drum and bass. Encore peu nombreuses derrière les platines il y a quelques années, les femmes investissent progressivement cet univers très masculin. Mais dans un pays aux valeurs traditionnelles, beaucoup réprouvent cette activité associée au monde de la nuit et à des comportements jugés immoraux. Comme nous vivons dans la République islamique du Pakistan, beaucoup de gens considèrent la fête comme une activité illicite. Le fait que des filles s'habillent élégamment, portent des vêtements courts, que des filles et des garçons se mélangent, soient ensemble ou dansent, est mal vu.
Une partie de la société considère que ces rêves parties relèvent presque de l'œuvre du diable. Direction une fête dans les environs de Karachi, dans un lieu gardé secret. Au platine ce soir, Chiara. L'événement est privé, clandestin. Ces poches de liberté font l'objet de raids policiers de plus en plus fréquents. Dans le pays, la ségrégation des genres est la norme et l'alcool est interdit par la loi islamique. Peu importe l'intensité des descentes de police ou les difficultés liées à la sécurité qui rendent l'organisation de ce type d'événements compliqué. Beaucoup de jeunes, notamment de la génération Z, sont en train de remettre en cause les normes. Les raves ne sont pas explicitement interdites par la loi pakistanaise, mais les autorités interviennent pour sanctionner la consommation d'alcool ou de stupéfiants et les actes d'obscénité punis par la loi. La police et le gouvernement sont déterminés à empêcher ce genre de choses. Pour nous, ce sont des activités démoniaques. Ce n'est pas seulement illégal, c'est démoniaque. Aujourd'hui, les gens ont peur d'organiser des soirées, car nous avons sensibilisé la population. Si des voisins entendent du bruit ou soupçonnent quelque chose, ils nous alertent immédiatement. Pour contourner ces restrictions, un nouveau concept s'est développé depuis un an. Les fêtes sobres, dites halal, organisées en journée. Dans ce café d'un quartier huppé, Sarah Ejaz, actrice et DJ, s'apprête à jouer son set en plein après-midi. L'artiste se produit de plus en plus souvent dans ce type d'événement, toléré par les autorités et plus viable pour les DJ qui y trouvent des lieux sûrs et réguliers pour jouer. Ces fêtes apprennent aux gens à ne pas associer la musique à la drogue, en montrant qu'on peut l'écouter sans être sous l'emprise de substances. Ce type d'événement sort aussi de l'univers exclusivement nocturne et underground, pour rendre cette musique plus accessible à tous. Mais beaucoup de ces femmes artistes préfèrent évoluer dans leur propre cercle pour créer leur musique. Ici, c'est notre lieu sûr. On peut faire ce qu'on veut, s'amuser l'esprit tranquille. On sait aussi que personne ne va filmer la soirée et publier les images en ligne. Parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce genre de musique ou simplement le fait de voir des femmes aussi libres. Au Pakistan, où la musique religieuse et traditionnelle occupe une place centrale, la scène électronique est largement cantonnée au milieu urbain, anglophone et aisé. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.